"250 million years of evolution have produced this, a giant, super efficient reptile. It's the Nile crocodile. Until recently, diving with these dangerous creatures was considered impossible. But as with any predator, it's how you engage them that's the key. And I'm about to put my belief to the test. I've decided to take a calculated risk. I want to dive with feasting crocodiles. Can I approach them without being attacked? Will they see me as a fellow predator or as potential prey? Can I survive within their feeding hierarchy? I'm taking a big risk, and I think people understand that. And I don't think it would reflect poorly on a crocodile if it eats me. People expect that to happen. My name is Roger Horrocks. For the last 5 years, I've traveled Botswana's Okavango Delta, finding out more about these prehistoric predators. I've joined them underwater and discovered they are not just simplistic, ruthless killers. They are capable of an unsuspected tolerance. Now I want to test their ultimate acceptance by diving while they are feeding. The idea of diving with feeding crocs first crept into my mind when I traveled from my African home to Costa Rica in Central America. I'd gone there to find Chito Graham, the extraordinary crocodile shaman of Limon. 23 years ago, Chito found a sick and dying crocodile that had been shot by farmers. Slowly he nurtured this animal back to health, taking many years to slowly gain the animal's trust. He showed me something I never thought possible with crocodiles. Chito is the only person in the world to get in the water and interact with the giant croc. He's even developed a game with the crocodile that mimics some of its instinctive killing techniques, like the death roll. When I saw this level of acceptance by this animal, this unexpected intelligence, I started to think that if I behaved in the right way, I too could have a chance of being accepted in the water. As I watched this man and this predator together, it forced me to rethink crocodile nature, and the seed was sown to set out on my quest. To attempt to dive, many think will be suicide. What particularly intrigued me was that somehow the croc can tell the difference between the food Chito gives him and Chito's hands. To come out of this alive, I will need to prepare my mind very carefully. Chito has worked at putting fear behind him, and this crocodile's ability to pick up on his confidence just strengthened my desire to attempt to dive with feeding crocodiles.
Every winter I return to my old diving ground, the Okavango Delta in southern Africa. In the swamp live some of the biggest and most aggressive crocodiles in the world. It's June, when the great flood brings the clear water. All my primal senses start to come alive as I prepare my mind and my body. Over and over, I'm at the feast, calm, unharmed. Even though I've worked with these animals for 5 years, I'm still very wary. Some of these beasts have eaten many people and are a huge threat to livestock. My theory is that reptiles, when feeding en masse, drop their territorial aggression to avoid injuring each other. This huge male is very aggressive and not an ideal diving partner. But I'm hoping that this behavior may shift when he is with multiple animals and can smell food. To really understand the dynamics and to see the way that these animals interact, you really need to go underwater, because that's really where it's all happening, certainly up here in the Panhandle. Greg Thompson is the top guide in this area. He has grown up with crocodiles, seen several animals and people being taken. I rely on his judgment to keep me alive, but this is new territory. Nobody has tried to dive with feeding crocodiles. How do you think those crocodiles, will respond given that, they probably have to defend that prey against other crocodiles who'll pick up the scent? That, I think, is going to be one of the unknowns. To be honest, I'm not 100% certain how they're going to react with something that's threatening their food. Certainly with other predators, they're very, very defensive around their food, around their prey species, something that they've killed. And crocodiles might very well be the same. Certainly a big aggressive male, at this time of the year, if he has got a meal, if he is hungry, I do believe he is going to defend it and be aggressive to anything that comes into that area, something that he thinks might be stealing his food. As human beings, we've just, we've evolved together with crocodiles, and we've evolved as one of their prey species. Human beings tend to settle near water. They need water for drinking, for washing, for all their sort of daily activities. So you're always going to have people close to their environment. He sees people as something that he can eat. Greg takes me to a nearby village close to the river. Here, two women, a mother and a daughter, had a terrifying encounter with a crocodile while collecting food and building material for their huts. Resi Sashuma lost both her arms. She has a young child to look after. Mother and daughter now live by weaving baskets with only one arm between them, somehow surviving against impossible odds. The croc that attacked them was only about 2 meters long, but very powerful. The woman's scars are a constant reminder to the rest of the village of the crocodile threat. Ka khona gyana go mthula kwako go dinao tsa ha na be ke mo inula ke mo tshwara ke mo inula gyana go ena yene beita ta e tshwara le tsogo la ha
Their horrific story haunts me. Despite their loss, they have no wish to kill the crocodile. Somehow they accept this tragedy as part of living here. I wonder if only certain crocodiles attack people. I know that some crocodiles are more aggressive than others. Their personalities differ quite considerably. But there was only one way to find out. I go in search of the crocodile that attacked the woman. It's a short boat ride to the area where the women were attacked. Crocodiles are territorial and so very likely to be in the same place. As I kit up, I have this strange feeling going in the water with this crocodile. I feel so sorry for the woman, and yet no ill feeling towards this animal, which was just responding to the splashes and noises of its prey. 85 million years of instinct. I always get underwater as quickly as possible and make minimal splashes on the surface. Fish are the main diet of crocodiles. They hunt them by letting them come close and grab them in a flash of speed. They hunt mostly at night in pitch darkness, using a sensory system that picks up vibration. That's why I move very slowly in the water, very deliberately. I need to move like a big crocodile. The fish become skittish. I sense a big predator close by. Knowing this is potentially a man-eater puts me on high alert. It disappears quickly under the papyrus into the maze of underwater tunnels. I follow cautiously. Some of these tunnels are kilometers long. Inside, there are big caves hollowed out by hippos and crocodiles where they take prey to soften for eating. The lurking croc distracts me as I move deeper into the maze. As I turn around to exit, there's that terrible feeling in my stomach. I'm confused. Everything looks different to my entry. I'm lost. It doesn't help my anxiety to find the remains of one of the crocodile's last meals. In the distance, I see a glimmer of light that I hope may lead to the main channel. I follow my instinct. It's a huge relief to be back in the sunlit channels. I make my way slowly back to the boat. Suddenly, I glimpse a familiar texture amongst the river cabbage. The crocodile has backtracked and exited the maze.
I remind myself that these smaller crocs are often the most dangerous. All seems fine at first. Suddenly the croc turns on me, ready to attack. Then he goes straight for me. It was difficult to see his size because just his tail was sticking out. So I got a couple of shots of the tail and then obviously got too close to him. And he suddenly moved out and started sort of slowly swimming down current. So I swam after him and he went faster and faster and faster. And I would say he was about a 9-foot croc, pretty much my size, maybe just a little bit bigger. Beautiful, beautiful markings and beautiful animal. As we tracked down the main channel together, suddenly he got to a point where he actually faced off. He turned around on the bottom, kind of faced me sideways, and then all of a sudden he came kind of straight for me and passed me on the left. So obviously you keep the camera up and you know try and shoot. I don't think I got the shot, but and then he swam past. But that was, for a moment there, I was out of control of the situation. I didn't know what was going on. Traveling back past the village, we get word that a cow has been taken by a big crocodile and has been seen dragging it downriver. For the villagers, this is bad news. Cattle are their currency, their symbol of wealth. But for me, this may present the chance I've been waiting for. With the smell of the fresh carcass, a huge scent trail is moving downriver, calling all the crocodiles to focus on this one large food source. I worry that they may drag it underwater, and I'll never see it again. Seeing the animals around the carcass, I start to get a really uneasy feeling building inside me. Greg is cautioning me against getting in the water alone under these circumstances. He thinks these animals might see me as a threat to their food and attack. Looking at these feeding crocs, I watch carefully for their aggression towards each other, imagining myself amongst them. They seem to be very accepting of each other, but how will they react to me? Of course, now this is a whole new situation. Now you've got a lot of animals. They're all keyed into food. They are competing with each other. There's a definite hierarchy at the carcass. The bigger crocs are feeding first, and they are keeping other crocs away. So if a diver comes along and he's bobbing along the surface, if he appears to be part of that carcass, they're going to go for them. So the guys, it's a very nervous situation. I need to try and put Greg's mind at ease. I decide to show him something else I'd experienced in Costa Rica, something that reinforced my belief that if you approach crocodiles in the right way, they can react well. What's your sense of that? Look, I mean, there's still a lot of unknowns in what you want to do. Greg remained wary as I showed him what I'd seen in Costa Rica. I spent several days with a crocodile caller, Juan Betreo, who has built a remarkable relationship based on food with a number of wild crocodiles. What I found most interesting
is that the crocodiles don't go for him, but rather choose the small food morsels that he gives them. It's somewhat of a mystery why they don't take him, but this was what gave me hope for diving with the feeding crocodiles. I was counting on them accepting me as another predator at the kill and not attacking. The crocodile calling art took Juan several years to develop. He slowly built the trust of the animals, drawing them closer and closer to his body. He was badly savaged during this process, but somehow managed to survive and continue. Juan has even taken his relationship further, and the crocs allow him to touch them. He shows a side to crocodiles very few know. People think I'm crazy sometimes, but it's these small things that give me confidence as I plot the feast in my head. Greg remains skeptical. He feels the situation is quite different, as he knows African crocodiles to be more aggressive than their American cousins. I'm hearing Greg's worries. I'm sensing I need someone in the water to watch my back. There is only one person who comes to mind, an old shark diving buddy. His name is Walter Bernardus, and he's always wanted to dive with crocodiles. It's Walter. Ah, fantastic. Let's get back to us. Walter, can you hear me? How are you doing? No, excellent. Listen, we've got a great situation here. These crocs have taken a cow and they've stashed it up one of the side channels, and I think it's going to be an excellent opportunity. I really need you to get up here quickly, and I think bring a medic as well, because I don't know how these crocs are going to behave with food in the water. Okay, great. Listen, Greg will pick you up in Maun. Okay. All right, Walter. See you soon. Great, thanks, Greg. So he's coming. Walter has managed to develop extreme intimacy with giant tiger sharks. He worked out that by touching their sensory organs next to the shark's mouth, a catatonic-like state could be triggered. It was only his deep knowledge of sharks and his fearlessness up close that made this strange and intimate feat possible. I wondered how Walter would react to the crocodiles. Now I'm stressed about the time. I need to get in the water as soon as possible to get Walter used to the crocodiles. I'm also worried because water clarity is dropping as the current is starting to decrease. Welcome, man. Good to Hey, see you. good to see you too. Welcome aboard, man. Fantastic. Walter has brought with him Ainsley McClarty, experienced paramedic recently back from working in Afghanistan. Good to be here finally. Now there's no turning back. The fear starts mounting as we speak of what we face. The water pulls me, and at the same time, its depths haunt me. So Walter, how are you feeling? I mean, this is the first time you've been up here in the Delta. What's your sense of all of this? Yeah, well, it's totally new for me. You know, I'm sort of used to the big animals in the sea, but this environment here, you know, dealing with reptiles, cold water, murky sort of to clean conditions, is totally new for me. So a little bit nervous, but excited in the same time, you know. When I was first contacted, they told me that they needed a nurse, you know, someone with paramedic experience, with Africa outdoor experience. And I said to them, they don't need a nurse.
They need a psychiatrist, because what person is going to go out and dive with crocs? The biggest concern when you have a limb taken or puncture wounds is obviously a person being in water, that they can bleed out very quickly. And so putting pressure on, getting a drip up as quickly as possible, and stabilizing the patient is always the most important. I've dealt quite a few times with people who've lost limbs, and it's definitely very achievable to save their life. We probably have a 24-hour window to realize our quest. Once the carcass is finished, the crocodiles will disperse. We have to find the carcass and try to dive late this afternoon or tonight, even though it increases the risk factor. This might be our only chance. This is what I love most. This is my world. Fear is something I've learned to control and understand. The dark is part of our deep evolutionary past, because for thousands of years, big predators hunted our ancestors at night. You know, it's hard to explain why we do it. Why do we do it? We do it for the excitement, we do it for the challenge. And I realize that what we're doing shatters the perception that people have of these animals. Greg motors to the area where he last saw the carcass and looks for signs. Now the adrenaline is surging through me. The swamp, the reeds, the tiny insects, every sound, all hyper-real. Greg, how many of them are there? Suddenly we spot a large number of glowing eyes and plenty of crocodiles near the surface. Greg is sure the carcass is nearby. The crocs seem not too fearful of the boat at night. The plan is for Greg to watch activity on the surface and flash us with his light if he feels too many crocodiles are moving in on us. Walter, there's a croc. Our job is to find the carcass and determine how much flesh is left. We slip in and move cautiously. The crocodiles are patrolling the surface. We get underneath them and soon find the carcass jammed under the bank. Walter finds part of a crocodile's tooth broken off in the carcass bone. I was relieved to find some meat still on the carcass. Greg sees a large male approaching us from the boat. He comes to the edge of our light. There is something about this animal that gives Greg a bad feeling. He signals for us to get out. Greg senses that the croc is going to attack. There is enough flesh on the carcass to dive in daylight tomorrow. We get out. No point in pushing our luck in the dark. How's that tooth in that femur? Actually brought it up with me, eh? Let me have a look. Oh, that's incredible. Obviously broke off when they were biting into them, because their bite force is amazing. And apparently this ridge on the side is what they use to actually, when they lash out, you know, bash into other animals. Now's a good time to tell me about all that stuff, eh? Yeah, oh my goodness. Early next morning, the whole team prepare themselves for what lies ahead.
It's our last chance before the crocodiles finish off the carcass and disperse. Well, I really am feeling that same that tension, you know, and it's a, you know, we are going into an unknown territory, and what is a bit nerve-wracking for me is just the number of animals. I'm anxious on the inside. I'm concerned about these guys diving and what's going to happen. How many crocs are there going to be? How are they going to respond to being interrupted while they're eating? Are they going to be functioning in a pecking order and see the divers as a threat? I mean, who knows? So, yeah, this is crunch time, and I'll be far more comfortable when it's over. As we approach the area where we saw the carcass in the night, I'm seeing more crocodiles than I've ever seen before. Trying to heat their bodies, they need heat for the energy to feast. This big male has the marks of recent fighting. Not a good sign for us divers. I was hoping that they would be more tolerant to each other with so many animals together. Greg spots them. I count at least 20 animals near the carcass. Knowing we are about to enter the water, my whole stomach starts going into a knot. I focus on breathing, put all the good encounters in the front of my mind, and push the nightmares away. You know, it's incredibly lucky to find it. Often, you know, once that animal bursts and the crocs start feeding on it, they'll take it under the papyrus and hide it. And there it's a perfect situation. It looks like they've pushed it into a little bay. It's in still water, it's sort of wedged up against a tree, and they've started to feed on it. I must say, Walter, I've got that same little butterfly feeling that I had when I first time I got in. We're going to have a look, eh? Let's go have a look. And just be aware that the smell of that rotting meat is like a magnet to these animals. They'll be swimming upriver, all coming to investigate the source of that. Prepared into the water some distance from the carcass. Crocodiles don't like boats in the day. Just be careful, eh? As we enter, I'm startled by a crocodile right under the boat. I control my fear as I try to see where it's gone. The visibility is so bad, I can only see 4 meters, less than the length of some of these crocodiles. To make matters worse, the current is exceptionally strong. Should we abandon the dive? These conditions are frightening. I push my fear aside and move towards the carcass. Crocs seem to be everywhere, following the smell of the meat. Everywhere we turn, crocodiles are waiting in places where the current is least strong. It's a maze blocked by dragons. I find it hard to read their body language, but none seem to be showing aggression yet.
We will have to go around. There are just too many here. I'm surprised no crocodiles have confronted us yet. We are well into their feeding territory. In the gloom, I make out a large pelvic bone ripped from the carcass. Amazingly, no animals challenge us as we approach it. Do they somehow know we pose no threat to their food, or are they just waiting to attack? A lot of the meat has been shredded and the animal has been gutted. Walter watches my back as I inspect the carcass. There are huge puncture marks on a leg bone. As Walter swims to the side, he sees a huge animal within a few feet of the carcass, watching us, waiting, assessing. The biggest challenge lies ahead. It's time to get back to the boat through the mounting circle of crocodiles, and somehow we have to appear confident, give no sense of being prey. Walter is telling me his plan to swim underneath as soon as the next crocodile goes up for a breath. As we take the gap, we bump right into another huge male. Fortunately, he too goes for air. As we swim through the maze of crocodiles, the strangest thing happens. We bump right up against another big animal. Unlike the others, he does not move. This animal is completely aware of our presence, but somehow accepting. Walter's unusual sense with big predators kicks in. I watch in awe and fear as Walter gently strokes the dragon's tail. Then something happens that I could never have imagined. I watch in disbelief as Walter begins to ride the crocodile across the river in the direction of the boat. Even though the crocodile is slowed by Walter's heavy weight, it does not shake him off or attack. It feels like I'm watching some strange fairy tale as Walter rides the crocodile some 50 meters across the river. I have no explanation for why a predator allows such intimate behavior.
flicks away. Yet again, these animals reveal another side, the mystery side that few people ever get to see. I'm humbled and awed. Yeah, you get a feeling with some animals, you know, they will let you interact with them, let you touch them, others won't. This particular one, obviously, I didn't know what it was going to do. When I first touched it, I didn't know if it was going to turn around and try and bite, or when I held on properly, if it was going to have an adverse reaction, but it didn't seem to mind at all. It just plodded on. It just put it into low range, and it just went into that current. Yeah, strong. And it was fantastic, man. I think you got away lightly, to be honest. I mean, I've caught small crocs and other reptiles like snakes, pythons, where I've grabbed them by the tail and had them whip around and try and bite the disturbance behind them. So that's always what I've thought. If you do that, if you try and grab a croc by its tail, it could very well swing around and bite you. So I'd be very cautious if you, in future, I wouldn't try that too often. No, I was expecting that any second, because, you know, you've seen how these animals react to other things in the wild, and that's why I was extremely gentle in the beginning. And I was expecting it to rear around and sort of have a go at me, but it just kept on going. And all along, the more weight I put on it, the more I thought, okay, it's going to turn now, until I was completely gliding along with it, and it just accepted it. So I sort of got a little bit more at ease, because you don't quite know exactly how it's going to react. But this one reacted beautifully, you know. It's amazing. I've certainly been very nervous a lot of the time, being stuck here on the boat, having the guys get in the water near feeding crocodiles, getting in the water at night, doing, you know, all the kind of things that have always been sort of no-go areas, things you just don't do with crocodiles. And here the guys have been doing it. And, you know, to be back here at the boat, the divers are back in the boat. They've got some stuff, they've seen some amazing things, they've learnt a lot. To me, it's a huge relief, just knowing that this is all behind us, and we've sort of survived this little escapade. You got to accept it that coming out of the experience, you're not going to be the same as you went in. Something shifted, but it certainly I'm not the same person when I go home in a day's time. Well, I think when we first started diving with these animals, you know, the whole thing was, would they eat us or not? And having kind of broken through that barrier, as it were, that's just broadened my whole perception of how intelligent these animals actually are. Through this journey, I've been haunted by two voices. One telling me I was going to be ripped apart. Another telling me these animals are accepting if treated right. Thankfully, the second voice won over, and I was able to conquer my deepest fear. It's opened up a new light on crocodiles. It's brought me closer to them as a species. For me, these special moments when man and dragon come together, that's when I'm most alive. Voici le plus gros reptile du monde, le crocodile. Ils ne sont pas aussi longs que certains serpents géants, mais ils sont beaucoup plus lourds. En fait, ce sont les plus gros reptiles qu'on peut trouver sur Terre. Ces géants préhistoriques peuvent atteindre des dimensions gigantesques. Pourtant, des fossiles montrent que leurs ancêtres étaient encore plus énormes.
Il y a 100 millions d'années, il existait des crocodiles presque 2 fois plus longs et 4 à 5 fois plus lourds que les plus gros spécimens qu'on trouve aujourd'hui. À la fin des années 1990, des paléontologues découvrent dans le désert du Sahara le squelette du plus gros crocodile jamais recensé. Super Croco. Super Croco est le surnom du Sarcosuchus imperator, littéralement le crocodile de chair empereur. C'est son vrai nom. Super Croco devait mesurer dans les 12 mètres de long. Un véritable monstre. Les chercheurs pensent que tout comme les crocodiles d'aujourd'hui, ce prédateur guettait ses proies au bord des rivières. Sarcosuchus avait le même type de comportement que nos crocodiles modernes, sauf que c'était il y a 100 millions d'années. Aujourd'hui, les descendants du Super Croco chassent toujours de la même manière et peuplent le même type d'habitat. Pour autant, pourraient-ils atteindre la taille gigantesque de leurs ancêtres ? Darwin, territoire du Nord, Australie. Les crocodiles marins qui règnent sur les estuaires et les rivières amarrées de la région pourraient tout à fait devenir un jour les nouveaux super crocos. Aussi surnommés salties, ce sont les plus grands parmi les 23 espèces de crocodiliens existantes. Le plus gros spécimen jamais mesuré dépassait les 6 mètres de long. Mais la taille seule n'explique pas tout. Pour survivre aux dinosaures, les crocodiles ont dû développer un véritable arsenal. Les salties possèdent une peau épaisse, dont les écailles forment comme une armure. Ils sont dotés de pattes musclées, de solides mâchoires hérissées de plus de 60 dents massives et d'une queue puissante qui représente près de la moitié de leur corps. Autant de qualités qui pourraient leur permettre de devenir un jour des géants. Façonnés par des millions d'années d'évolution, les crocodiles sont programmés pour survivre. Être amputé d'un membre ne leur pose pas de problème. C'est souvent le cas chez les mâles dominants. Ces animaux sont de vrais survivants. Il n'y a pas grand-chose qui puisse les arrêter. On peut les comparer à une Ferrari. Leur corps s'est tellement amélioré au fil du temps qu'on peut dire qu'ils ont atteint une sorte de niveau optimal. Les salties sont l'archétype du prédateur redoutable. Ils font des victimes humaines tous les ans. Ils sont énormes, largement assez gros pour représenter un danger pour les humains. Les cas d'attaques mortelles font régulièrement la une des médias. En 2009, près de Darwin, une petite fille de 11 ans disparaît alors qu'elle se baigne avec sa sœur et 2 camarades dans un marais surnommé la Jungle Noire. La police organise une battue et des hélicoptères survolent l'endroit. Le lendemain, son corps est retrouvé. Des traces de morsures indiquent qu'elle a été attaquée par un crocodile d'environ 3,50 m. Robbie Risk, spécialisé dans la capture de ces animaux, fait alors partie de l'équipe de recherche. Cet événement a provoqué beaucoup d'émotions. On a mis un jour à retrouver le corps. Et c'est vraiment le genre d'image qu'on n'a pas envie de garder en tête. Des groupes de gardes forestiers armés quadrillent la zone et installent des pièges dans toute la plaine inondable. Mais ils ne retrouveront jamais le coupable. Si de telles attaques sont rares, les salties font tout de même une demi-douzaine de victimes tous les ans. Les pouvoirs publics estiment que près de 150 000 crocodiles migrent depuis les rivières amarrées de la région de Darwin vers les eaux de la ville elle-même. La particularité de cette ville, c'est qu'elle se situe en plein milieu d'un de leurs habitats naturels. Ces derniers gagnant peu à peu les zones urbaines et périurbaines, les cas d'attaques sur des humains pourraient bien se multiplier. La plupart de ces crocodiles marins se feraient tuer par leurs congénères s'ils ne quittaient pas les rivières amarrées. Là-bas, il manque de nourriture et d'espace. C'est pour ça qu'ils remontent les côtes jusqu'à Darwin. On en trouve de plus en plus chaque année et il y a de plus en plus de risques de voir de nouveaux drames arriver.
Ici, le risque de tomber nez à nez avec un crocodile est omniprésent. Mais il existe un phénomène encore plus dangereux. Des individus vicieux qui attaquent délibérément. Ces crocodiles n'ont pas un comportement normal et ils représentent un vrai danger. Ce sont souvent des animaux qui ont déjà réussi à attaquer quelqu'un. Ils comprennent à quel point c'est facile et ils essaient de recommencer. Contrairement aux autres, qui ont tendance à fuir les humains, eux vont les traquer. Ces crocodiles sont vicieux. Ils sont comme ça. Ils sautent vraiment sur tout ce qui bouge. Pour réduire les risques d'attaque, les autorités de Darwin ont mis en place un programme permanent de capture. On a pris plus de 170 crocos cette année, contre 140 l'année dernière. Donc, oui, c'est pas mal. On va peut-être même battre notre record. Là, on vérifie les pièges et on remet des appâts. Robbie et ses collègues gèrent plus de 60 pièges mobiles. Ils remplacent les appâts et lorsqu'ils trouvent un crocodile, ils le sortent, le marquent et le mesurent. Le plus grand salty que Robbie ait jamais capturé mesurait plus de 4,50 m. Mais tous les crocodiles sont dangereux, quelle que soit leur taille. Un individu de 3-4 mètres peut vous briser le crâne. Quand on travaille avec des crocodiles, il ne faut surtout pas oublier ce dont ils sont capables. Si ça se passe mal, vous pouvez y laisser une main ou un bras, ou même la vie. Aujourd'hui, Robbie est accompagné d'Adam Britton, un spécialiste des crocodiles. Il recueille leur ADN pour dresser une carte génétique des salties de Darwin. On prélève des échantillons sur les crocodiles qu'on capture dans le port. Ensuite, on les compare avec ceux qu'on va récolter sur toute la côte nord de l'Australie. On espère que ça nous permettra d'en savoir un peu plus sur l'origine des individus qu'on retrouve à Darwin. La carte d'Adam Britton permettra peut-être un jour de repérer où ces crocodiles géants se reproduisent. Mais pour l'instant, son but est de maintenir la paix entre les humains et les salties, qui représentent un danger mortel. Ces recherches peuvent nous permettre de comprendre pourquoi ces animaux se déplacent. S'il y a un risque d'attaque, il faut essayer de le réduire. J'espère qu'on va trouver le moyen de sécuriser cette zone. Je pense que ça aiderait les gens à être plus tolérants avec les crocodiles qui vivent en bas de chez eux. Ça, c'est le piège numéro 2 du port de Darwin. Je tire. Voilà, je viens de le tester. Le croco rentre. Et quand il tire sur le morceau de viande, ça actionne la porte. C'est tout. C'est un mécanisme tout simple. Et c'est très efficace. Allez, au suivant. L'équipe va vérifier le piège suivant. Il n'y a aucun moyen de prévoir la taille de leur prochaine prise. La croissance des crocodiles peut se poursuivre tout au long de leur vie. C'est un autre élément à prendre en compte pour déterminer leur taille future. Lorsqu'ils atteignent leur taille maximale, la plupart des êtres vivants cessent de grandir. Mais les crocodiles, eux, n'ont pas de limite. Ce phénomène porte le nom de croissance indéterminée. En captivité, les crocodiles ne rencontrent aucune difficulté pour survivre et se nourrir. Ils ont donc une meilleure espérance de vie et peuvent devenir plus gros que leurs congénères qui vivent à l'état sauvage. Ces animaux grandissent jusqu'à leur mort. Il est donc tout à fait possible qu'ils deviennent plus gros en captivité que dans des conditions naturelles. C'est à l'Alligator Farm de Sainte-Augustine en Floride qu'a vécu un des plus gros crocodiles marins jamais recensés. Les responsables du parc l'avaient baptisé Gomek. Mesurant plus de 5 mètres et pesant près d'1 tonne, Gomek était devenu l'attraction principale du parc animalier et ses repas attiraient les foules. Aujourd'hui, un autre salty gigantesque du nom de Maximo a repris le flambeau.
Il fait plus de 4,50 m et près de 550 kg. Il est très puissant. Travailler avec des carnivores aussi gros est très risqué. Le personnel du zoo est toujours sur ses gardes. Pour lui, on est des casse-croûtes potentiels, donc il faut faire attention. Il est d'une rapidité étonnante pour un animal de cette taille. On voit sa puissance quand il saute pour attraper un rat. Ça donne vraiment pas envie de s'approcher. La taille de Maximo est sans doute ce qui attire le public. Mais comme pour tous les crocodiliens, sa caractéristique la plus remarquable est son intelligence. Les crocos sont sans aucun doute les plus intelligents de tous les reptiles. Ce sont eux qui ont le cortex cérébral le plus développé. Ils sont beaucoup plus malins qu'on a tendance à le penser. Les crocodiles ont un cerveau de reptile, c'est-à-dire de la taille d'une noix. Pourtant, ils sont extrêmement futés. Ils peuvent faire des choses assez spectaculaires. À l'état sauvage, les crocos sont à l'affût du moindre détail. Ils savent analyser leur environnement et adapter leur comportement. Quand vous arrivez quelque part, vous pouvez être repéré par des crocodiles que vous ne voyez pas et que vous ne verrez jamais. Ils ne vous ont pas vu, mais ils n'ont pas aimé l'odeur de vos vêtements, votre façon de bouger, votre bateau. Ils ne l'avaient pas vu sur la rivière, mais ils ont senti qu'il se passait quelque chose. Vous ne les verrez plus jamais. Ils sont également capables d'utiliser une certaine forme de mémoire. Un crocodile doit savoir quel est le meilleur endroit pour chasser jour après jour. Il ne peut pas se permettre d'agir au hasard. Il doit se souvenir et apprendre. En captivité, certains crocodiliens, comme Bomber, semblent capables de mener des raisonnements. Quand on lui touche le museau, il ouvre la gueule. Et si on jette de la nourriture, il la referme aussitôt. D'une certaine manière, il comprend que c'est ce qu'on attend de lui. La première fois, il va faire le tour parfaitement. La fois d'après, il va reculer de 5 cm. La fois suivante de 10 cm et ainsi de suite. On dirait qu'il essaie de nous attirer vers l'eau jusqu'à ce qu'on tombe dedans. Et je ne peux pas imaginer ce qu'il ferait ensuite. Cet animal pense. C'est un comportement acquis. Ces survivants d'un autre âge ne sont donc pas uniquement mus par leur instinct. Et c'est aussi le cas de Maximo. Il a appris à faire son numéro pour le spectacle. Et maintenant, il sait quelle heure il est. Donc si on vient sur la plateforme à 15 h, il commence à faire son tour. Il n'a vraiment pas mis longtemps à comprendre. On l'a habitué à un signal de 3 coups. Si par hasard on fait la même chose en marchant sur le ponton, il réagit. Il est beaucoup plus intelligent qu'on ne le pense. Énorme, malin, puissant et toujours en pleine croissance, à tout juste 40 ans, Maximo mesure 4,50 m pour 550 kg et peut encore grandir pendant plusieurs décennies. Jusqu'où ira-t-il? Seul le temps le dira. Tiens, on en a un. Il doit faire dans les 2,50 m. Retour à Darwin. L'équipe vient de trouver un salty dans un des pièges du port. Robbie estime sa taille à environ 2,50 m. On va d'abord lui passer une corde autour de la mâchoire supérieure. Ensuite, on va lui bloquer la gueule avec un serre-câble. Et là, on pourra le sortir de la cage. Ils doivent remonter l'animal sur le bateau. Mais d'abord, il faut neutraliser ses mâchoires. Pour lui faire ouvrir la gueule, on lui touche le museau. Puis on lui passe une cordelette autour de la mâchoire supérieure. Mais le nœud reste coincé entre les dents de l'animal. Il faut le reculer un peu plus. Il faut pas qu'il glisse. Non.
Ils réussissent enfin à faire passer la boucle au-delà des dents et à la positionner autour de la mâchoire. Maintenant, je vais monter sur le piège et lui bloquer les mâchoires avec un serre-câble. Le but est de ne pas avoir à trop s'approcher du croco. Moins il y a d'interaction entre lui et nous, moins il y a de risque de se blesser. Maintenant, on va tout simplement lui scotcher la gueule. Et lui couvrir les yeux. Aveugler le crocodile permet de réduire son stress. C'est bon, il est neutralisé. On va pouvoir le sortir du piège. J'attache aussi ses pattes arrière, là où il a le plus de force. Et pour finir, une protection là où ses dents dépassent de la mâchoire supérieure. Comme ça, on ne risquera pas de se couper en le manipulant. Sans cela, même avec les mâchoires bloquées et attachées, au moindre coup de tête, le crocodile risquerait de les blesser avec ses longues dents. Voilà un sortie sauvage de moins dans le port. Robbie et son équipe l'embarquent. Superbe. Une fois le croco bien attaché, les hommes réinstallent le piège, y mettent un nouvel appât et continuent leur inspection. Queensland, Australie. Près de la ville de Cooktown, certains craignent que les populations de crocodiles, et donc les attaques, ne soient en train d'augmenter. En 2005, un spécimen de près de 4 mètres a tiré un pêcheur de son canoë avant de le tuer. Les gardes forestiers ont réussi à identifier l'animal et l'ont abattu. Plus récemment, en 2008, un homme de 62 ans était parti relever ses casiers à crabes sur les rives de l'Endeavour River. Ne le voyant pas revenir, sa femme a appelé les secours. Une fois sur place, ceux-ci ont trouvé des traces indiquant que quelqu'un avait été traîné sur la berge. Les recherches menées dans toute la zone ont ensuite permis de retrouver une des sandales et la montre du mari. Ce n'est que des semaines plus tard que l'on a découvert les restes de l'homme dans l'estomac d'un crocodile de 4,20 m. Selon les experts, ces attaques sont des accidents isolés, mais certains riverains s'inquiètent. Si les crocodiles continuent à coloniser des zones habitées, il est inévitable que de tels drames se reproduisent. En Floride, à l'Alligator Farm de Saint-Augustine, le biologiste Gregory Erickson étudie l'arme principale du prédateur, sa mâchoire. On essaie de comprendre comment ces animaux fonctionnent, comment leur musculature et la mécanique de leur mâchoire leur permettent de générer de telles forces de morsure, et quel rôle joue la forme et la taille de leurs dents. Ce sont des transducteurs. Quand l'animal mord cette partie, la pression est reçue par cet appareil qui a 4 capteurs. C'est comme un pèse-personne. Le signal est envoyé à un amplificateur de charge qui enregistre la force de morsure. Gregory Erickson règle d'abord le compteur spécialement conçu pour cet usage. Le compteur est rembourré avec du cuir pour ne pas abîmer les dents du crocodile. Dès qu'on touche l'une d'entre elles, il a le réflexe de claquer la gueule, et ce le plus fort possible. Le système permet d'enregistrer instantanément cette force maximale. Je ne sais pas vraiment ce qu'il va faire. Le crocodile du Nil n'est pas un animal très commode. Gregory Erickson entre dans l'enclos avec Kevin Torregrossa, le responsable des reptiles, et un autre employé du parc. Il est furax. Le crocodile se défend. Il se défile et s'en mêle dans la corde. C'est bon ?
l'équipe parvient enfin à sortir l'animal de l'eau et à le poser sur la planche d'examen. On va l'attacher. Pendant que je lui appuie sur les mâchoires, tu vas aller lui maintenir sur la planche avec la perche. Et on va aller lui scotcher. Je déteste ça. Un morceau de bois bloque les mâchoires de l'animal pour l'empêcher de les refermer. Vas-y, ici. Serre bien fort. Je vais utiliser de la résine. C'est quasiment la même matière que celle que votre dentiste utilise dans son cabinet. Avec les empreintes, je vais reproduire les dents les plus proéminentes de ce crocodile. Ne faites pas ça. Pas avec votre croco. Ni même votre chien. Avant de relever la force de morsure, Gregory Erickson prend des empreintes dentaires. En faisant des modelages, on peut ensuite faire des moules, puis des répliques. À partir de là, on peut calculer la pression qui s'exerce au bout des dents. Mais on ne sait vraiment pas comment elle fonctionne. C'est ce qu'on essaie de découvrir. Je déteste faire ça. Ce n'est pas naturel de mettre la main dans la gueule d'un crocodile. Mais c'est pour la bonne cause. Dans 5 minutes, ça aura pris. Donc on va très vite pouvoir libérer cet animal et le remettre à l'eau. Autre élément à prendre en compte dans l'évolution de la taille des crocodiles, leur talent de prédateur. Les crocodiles chassent à l'affût. Ils s'approchent sans bruit et attaquent très vite. Ils peuvent se cacher en laissant juste leurs yeux et leurs narines dépasser de l'eau. Leurs proies ne s'attendent absolument pas à ce qui va leur arriver. Les crocodiles maîtrisent parfaitement leur environnement. Pour chasser, ils se contentent souvent d'attendre. Tous les animaux ont besoin de boire. C'est de la livraison à domicile. Il suffit juste d'être capable de les attraper. Peu importe qui s'approche du bord. Les crocodiles s'en fichent tant que ça se mange. Seuls leurs yeux, leurs oreilles et leurs narines dépassent de l'eau. Leurs sens très développés leur permettent d'approcher leur cible alors qu'ils sont immergés. Ils ont des capteurs de pression au niveau des mâchoires, grâce auxquels ils détectent les mouvements dans l'eau. Ils ont un excellent odorat. Ils peuvent sentir leur proie de très loin, probablement plusieurs kilomètres. Et leur ouïe est meilleure que la nôtre à basse fréquence. Ils sont capables d'entendre des bruits de pas ou un animal bouger dans l'herbe. Idem pour la vue. Ils perçoivent toutes les couleurs et ils ont une très bonne vision nocturne. Une fois qu'ils ont repéré leur victime, les crocodiles s'approchent sans être vus, en se propulsant grâce à leur queue puissante. Leur force motrice leur permet de nager très vite, mais aussi et surtout de nager très lentement, en troublant très peu la surface de l'eau. Quand ils voient un animal sur la berge, ils nagent sous l'eau un moment pour s'approcher. Puis ils remontent à la surface pour jeter un coup d'œil et évaluer la situation. Petit à petit, ils continuent à venir de plus en plus près. Tout ce qu'il faut, c'est que la proie s'approche suffisamment. Dès que c'est le cas, c'est fini pour elle. Les crocodiles attaquent par surprise. Ils saisissent leur victime avec une force herculéenne et la tirent dans l'eau pour la noyer. Parfois, ils entament une sorte de danse de mort.
Parfois, les crocodiles se mettent à tourner sur eux-mêmes pour désorienter leur proie. Ils peuvent la démembrer comme ça. Dans ce cas, elle meurt d'hémorragie. Mais dans l'idéal, ils essaient de la noyer. Dès ce moment-là, leur repas est assuré. Une fois l'animal mort, les crocodiles le mettent en pièces. Ils donnent des coups de tête pour le déchiqueter. Ces animaux sont de véritables montagnes de muscles, avec juste ce qu'il faut de souplesse, notamment au niveau du cou. Leur armure s'interrompt à cet endroit-là, ce qui leur permet d'écarteler littéralement leur proie. Pour avaler, ils cèdent de la gravité. On va voir si c'est bon. On dirait. Retour en Floride. Gregory Erickson retire la résine des dents d'un crocodile du Nil de près de 2,50 m. C'est vraiment un animal puissant. Vous avez vu? On lui touche à peine une dent et il attaque. Il est beaucoup plus rapide que nous, donc il faut faire très attention. S'il n'avait pas eu la gueule bloquée, je serais en route pour l'hôpital. Il ne faut jamais toucher cette zone chez un crocodile. Voilà un très beau moulage des dents molariformes. On va les emporter au labo et fabriquer des répliques. Maintenant qu'il a retiré les moulages, Gregory Erickson va mesurer la force de morsure de l'animal. Vas-y. Raté. Raté. En fait, le croco a vu la barre. Il réessaie pour obtenir un impact plus direct. Bien. 170. Il commence un peu à fatiguer. On n'aura sûrement pas mieux. Une force de plus de 170 kilos. Avec toute son énergie, ce crocodile serait capable de faire encore plus. Et la puissance de sa morsure ne fera que croître avec lui. Je l'ai. Laisse-le partir. Bien joué. Et voilà. À peine libéré, le crocodile file se cacher. Gregory Erickson va emporter les moulages, les relevés des morsures et les mesures au labo pour les analyser. Avec des animaux plus gros, comme les crocodiles marins, on s'approche des 1800 kilos. C'est presque le double de la hyène tachetée, qui a la morsure la plus puissante de tous les mammifères. C'est aussi le double de celle du tigre du Bengale ou du lion. Une telle force dépasse celle de n'importe quel animal au monde. Pour le biologiste, celle-ci est nécessaire à la survie du crocodile. La plupart des crocodiles n'ont pas des dents très acérées. Elles sont prévues pour écraser plutôt que pour transpercer. Mais ces animaux sont capables d'exercer de telles pressions qu'ils peuvent traverser la peau et endommager les os. Ils savent très bien s'en sortir et depuis très longtemps. Retour à Darwin. Après avoir trouvé un deuxième crocodile dans un des pièges du port, Robbie et son coéquipier transfèrent leur prise dans leur camion. On les mesure. Puis, on les identifie avec un numéro. On leur laisse toujours la tête vers le haut, pour les empêcher de régurgiter. Sinon, ensuite, ils pourraient se noyer, puisque leurs mâchoires ont été bloquées. On a une fiche, on en transmet un exemplaire à la ferme, et on garde l'autre. Dessus, on note le sexe de l'animal, et comment on l'a capturé. Sa taille aussi. C'est la ferme à qui on les donne qui va décider de leur avenir.
Il y a une femelle assez grosse. Ils vont s'en servir pour leur élevage. L'autre est un mâle, ils vont sûrement utiliser sa peau ou sa viande. Et voilà, 2 de moins dans le port, c'est bien. Je suis content qu'on les ait eus. Et il y en a encore plein capturés. Un autre élément à prendre en compte pour déterminer l'évolution possible des crocodiles est leur capacité d'adaptation exceptionnelle. Ils peuvent se nourrir d'un grand nombre d'espèces, du petit poisson aux gros mammifères, comme le kangourou. Ils peuvent manger des coquillages, des crustacés et même des insectes. Des poissons, des grenouilles, des tortues. Leur menu varie en fonction des opportunités et de la disponibilité des ressources, si celles-ci diminuent. Les crocodiles peuvent aussi s'adapter à leur environnement, surtout s'ils repèrent une source de nourriture abondante. Quand un crocodile voit une occasion de chasser, il va revenir le lendemain. Si le cas se répète, il va encore revenir le surlendemain. Il va très vite retenir que c'est l'endroit où aller pour avoir une bonne chance de manger. Mais il y a mieux. Ces animaux sont capables de se repérer dans le temps. Par exemple, ils vont intégrer que telle espèce de poisson fait sa migration en septembre, ou telle espèce de mammifère en avril, et que c'est donc le meilleur moment pour les chasser. 15 jours avant, vous pouvez être certain de les voir eux-mêmes commencer à migrer vers la zone concernée. En l'absence de nourriture, les crocodiles peuvent passer des mois sans manger. Et quand ils rompent enfin leur jeûne, ils utilisent leur énergie de la manière la plus efficace possible en la consacrant à leur croissance. Cette formidable capacité d'adaptation leur a permis de survivre quand d'autres espèces se sont éteintes. Aujourd'hui, ce sont les derniers vrais gros reptiles existants sur Terre. Mais récemment, la mise au jour de fossiles a montré que par le passé, des crocodiles encore plus gros ont existé. Dans les années 1990, le paléontologue Paul Sereno et son équipe de chercheurs ont réalisé la découverte de toute une vie. Le Sarcosuchus imperator. Super croco. Il y a une quinzaine d'années, je suis allé dans le Sahara. C'était une expédition passionnante et très difficile à mener. C'était comme ouvrir la boîte de Pandore des dinosaures. Mais la vraie découverte, ça a été celle des crocodiles. Le tout premier os que j'ai trouvé appartenait à Super Croco. Ensuite, on a trouvé son crâne. Imaginez, tomber sur un crâne de plus d'1,80 m, plus grand que vous quand vous vous allongez à côté, et comprendre que c'est celui d'un crocodile. C'était incroyable. On n'en revenait pas. Il y a environ 110 millions d'années, Super Croco chassait sur les berges d'une rivière aujourd'hui remplacée par une terre aride. Super Croco était le prédateur ultime pour la chasse à l'affût. Il avait des mâchoires d'une puissance incroyable et des dents comme des poignards, comme des crochets. Il n'était pas conçu pour manger du poisson, mais des dinosaures. Cette créature était capable de traîner un dinosaure dans l'eau, de le noyer et de le mettre en pièces. Et sa queue était comme le tronc d'un séquoia, tellement grosse qu'on n'aurait pas pu en faire le tour avec les bras. Vraiment monstrueuse. Il devait avoir une force de morsure proche de 10 tonnes. Je crois qu'on ne peut pas imaginer la pression que ça représente. Dans son laboratoire de l'université de Chicago, Paul Sereno n'en finit pas de s'émerveiller devant le crâne fossilisé de Super Croco. C'est le crâne de crocodile géant le plus complet qu'on ait jamais trouvé. Il fait 1,80 m de long et pèse plus de 300 kg. Voilà l'arrière, et là ce sont les deux orbites. Elles sont un peu proéminentes. Ça c'est le museau avec cette grande ouverture pour les narines. Cet animal était un véritable arsenal de dents. Voilà la racine, et la partie foncée c'est la couronne, celle qui dépassait. C'était une dent de remplacement, donc elle était principalement à l'intérieur de la gencive. Quand on la place dans le crâne, on s'aperçoit que le museau était littéralement hérissé de dents. Il y en avait tout le long, de chaque côté.
elles étaient remplacées dès qu'elles étaient cassées ou usées. Rien qu'à partir de ça, on en sait beaucoup sur ce qu'ils mangeaient. Et ce n'était pas du poisson. Voici le crâne d'un très gros crocodile d'aujourd'hui. Il doit faire dans les 60 cm de long pour un animal de 5 mètres, 5 mètres 50. Il est vraiment dérisoire à côté du crâne de Super Croco. Mais les deux sont très similaires. Quelle taille faisait donc Super Croco? Il devait faire environ 2 fois la taille des plus gros crocodiles marins et sûrement 10 fois leur poids. On pense qu'à l'âge adulte, Super Croco devait mesurer dans les 12 mètres de long, soit la taille d'un bus. Quant à son poids, je dirais dans les 8 tonnes. Le plus gros crocodile à avoir jamais vécu sur Terre. En Australie, Robbie Risk et son coéquipier transportent 2 crocodiles marins du port de Darwin jusqu'à une ferme de crocodiles. Ils ont trouvé une maison. Oui. Belle bête. Oui, une femelle et un mâle. Une femelle? Oui. Bonne nouvelle. On va les mettre dans l'enclos. 1, 2, 3. Facile pour moi. 1, 2, 3. Une fois les crocos déchargés, Robbie retourne au port contrôler les pièges. Ils ne vont pas apprécier la suite. On y va. Je vais prélever un échantillon sur ce crocodile. Adam Britton espère trouver le matériel génétique nécessaire pour compléter sa carte de la population des crocodiles de Darwin. Même là, dans le cartilage, il y a du tissu génétique. Je vais utiliser une de ces aiguilles à biopsie pour prélever un petit morceau que je mettrai dans un flacon. Ensuite, on analysera le tissu pour voir si on peut déterminer d'où vient ce crocodile. C'est la première fois que je fais ça. On va attendre un peu. Bien sûr, ça doit piquer un peu. Mais les crocodiles, ils ont la peau dure. Ça doit leur faire comme une piqûre de vaccin. Voilà l'échantillon. J'ai juste fait un trou dans la scutelle. Ce n'est vraiment que du tissu conjonctif, mais on peut en tirer des informations génétiques. Je le range. Ça se conserve longtemps. Je vais l'envoyer au labo avec d'autres échantillons. On va sûrement apprendre des choses très utiles. Les recherches d'Adam Britton lui permettront peut-être de découvrir où les crocodiles marins de Darwin se reproduisent, pourquoi ils migrent et comment leur nouveau biotope pourrait favoriser leur croissance. Avec leur physique à toute épreuve, leur art de la prédation, leur croissance indéterminée et leur incroyable adaptabilité, les crocodiles marins pourraient-ils être les super crocos de demain? Aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies. Un climat chaud et un réseau fluvial suffisamment important pourraient abriter un crocodile géant. La température est un paramètre favorable. Ces animaux ont un métabolisme lent, mais si le climat se réchauffe, ils mangeront beaucoup plus et ça favorisera leur croissance. Des températures en hausse et des proies plus grosses pourraient donner des crocodiles encore plus gros. Si des proies de grande taille viennent près des rivières, il est possible et même probable que des crocodiles géants réapparaissent.
Mais d'après les experts, l'élément essentiel pour devenir un super croco, c'est une longue adolescence. La croissance des super crocos ne commençait à ralentir que vers l'âge de 35 ou 40 ans. De nos jours, c'est entre 12 et 15 ans que ce ralentissement intervient. Les crocodiles géants atteignaient leur maturité très tard et vivaient beaucoup plus longtemps. Comment faisait-il pour atteindre 12 mètres de long? Est-ce qu'il grandissait plus vite ou sur une période plus longue? Réponse B. Ces géants grandissaient à un rythme similaire à celui des crocodiles d'aujourd'hui. Ils n'allaient pas forcément plus vite, mais leur adolescence durait plus longtemps. Dans des conditions adéquates, et si leur adolescence se prolongeait, nos crocodiles modernes pourraient devenir des géants. La taille est ce qu'il y a de plus facile à faire évoluer. Un ou deux gènes qui changent, une ou deux glandes qui sécrètent une hormone à tel ou tel moment, et le corps se met à grandir. C'est déjà arrivé 7 ou 8 fois dans l'évolution des crocodiliens. À une époque donnée, ils pouvaient atteindre 10 mètres, voire plus. Ils ont dans leur patrimoine génétique le potentiel pour devenir des géants. La vie n'est pas constante, elle change. Rien n'interdit de penser que d'ici quelque temps, un crocodilien aussi formidable que Sarcosuchus puisse revivre. Alors, quelle est la limite? Si le crocodile marin atteint un jour la taille du super croco, ce monstre mesurera plus de 12 mètres et pèsera 7 tonnes. Sa queue mesurera près de 5 mètres de long, son crâne presque 2. Ses mâchoires hérissées de dents longues comme des pieux pourront exercer une pression de plus de 9 tonnes. Un exemple colossal de gigantisme animal. Quel monstre! Espérons que le crocodile de mer n'atteigne jamais cette taille. Aujourd'hui, l'espèce n'est pas menacée, elle est même protégée. Il en existe 200 000 à 300 000 individus en Asie du Sud-Est, qui constituent bien sûr, malheureusement, une menace permanente pour les pêcheurs et les baigneurs. La soirée continue avec un autre animal très impressionnant, le python. Marie-Annick, bonjour. Bonjour. Quel est ce serpent? C'est un python moulure albinos. C'est un garçon ou une fille? Et il a quel âge? C'est un garçon et il a 10 ans. Est-ce qu'il va encore grandir? Oui, les serpents, ça grandit toute leur vie. En général, les pythons, c'est des gros serpents et c'est des serpents qui peuvent aller de 8 à 10 mètres. 8 à 10 mètres? Ah oui. Pour un poids à peu près jusqu'à 120 kilos. Hein. 120 kilos. Oui. Alors ces pythons moulures, leur habitat naturel, c'est l'Asie du Sud-Est. Malheureusement, plusieurs spécimens ont été relâchés malencontreusement en Floride, où ils font des ravages, s'attaquant notamment à la nourriture des alligators. Nous allons partir sur leur trace, sur la trace également du python réticulé, le plus grand de tous les pythons. C'est un document impressionnant, regardez. Ce sont des monstres de légende. Ils peuvent atteindre des tailles incroyables. Ils sont tellement puissants. Des tueurs. Qu'est-ce qui vous arrive? Notre serpent est allé dans le lit du bébé et il l'a étranglé. Leur appétit est insatiable. Aujourd'hui, un gigantesque fossile. Ce serpent devait être aussi long qu'un bus. Et un habitat idéalement adapté. Ça y est. C'est bon, je le tiens. I got him. Pourrait bien dévoiler les secrets de serpents encore plus énormes. Quand on voit un python sauvage dans les Everglades, on a intérêt à jouer au plus fin si on ne veut pas se faire dévorer vivant. Les anciens mythes évoquent des serpents géants, parfois capables d'engloutir un homme tout entier.
Aujourd'hui, un reptile titanesque donne vie aux légendes. Ce redoutable prédateur est doté de puissants muscles constricteurs, d'une langue fourchue servant à traquer ses proies, et de dents incurvées conçues pour se planter solidement dans la chair. C'est l'un des plus grands reptiles carnivores de la planète, le python. Certaines espèces de pythons mesurent plus de 6 mètres de long et pèsent des centaines de kilos. Le record mondial est détenu par un python réticulé d'une longueur de près de 10 mètres. Toutefois, des récits mentionnent l'existence de bêtes encore plus imposantes. En Indonésie, en 2003, un serpent fait la une des journaux. Des habitants affirment avoir capturé un python réticulé de 15 mètres de long et pesant plus de 450 kilos. Il s'avérera que la bête surnommée fleur parfumée était en réalité moitié moins longue. Beaucoup cependant s'interrogent. Verra-t-on réellement un jour un python de 15 mètres ramper sur la surface de la Terre? L'animal lui-même nous fournit des éléments de réponse. Ses talents de prédateur et sa croissance illimitée, conjugués à l'accroissement des proies et au réchauffement climatique, nous donnent une idée de la taille qu'il pourrait un jour atteindre. Nous sommes en Floride, dans les Everglades. Ici, au cœur de la plus grande région subtropicale des États-Unis, vit l'un des serpents les plus massifs de la planète, le python molure. Ce serpent originaire d'Asie est une espèce invasive dont la population se multiplie dans cette zone. Dans cette région, le nombre de pythons molures est estimé à 150 000 individus. Ces serpents se développent en chassant les espèces indigènes. C'est un environnement formidable. C'est quasiment le cadre de vie idéal pour qu'un gros serpent se développe. Il y a plein de proies et la chasse est très fructueuse du fait de l'absence de prédateurs. Ici, il arrive que les pythons atteignent une taille supérieure à celle qu'on observe communément chez ce type de python. Le biologiste Joseph Wasilewski est l'un des principaux acteurs de la lutte contre la prolifération de ce reptile. Il traque et capture en toute légalité les pythons, puis les relâche après avoir collecté des données essentielles sur leur localisation et leur taille. Aujourd'hui, avec l'aide de Johnny Tigertail, membre de la tribu indienne locale des Milozuki et spécialiste de la faune sauvage du parc, Joe s'est donné pour tâche de fouiller les cachettes connues des pythons. Les plus grandes prises de Joe dépassaient les 3,50 m. De tels spécimens peuvent peser plus de 45 kg. Leur manipulation comporte un risque mortel. Quand on voit un python sauvage dans les Everglades, on a intérêt à jouer au plus fin si on ne veut pas se faire dévorer vivant. Le serpent va chercher à mordre toutes les parties du corps qu'il peut atteindre. Et bien entendu, plus il est gros, plus il peut vous mordre haut. Et plus il est puissant, plus la morsure risque d'être grave. Joseph et Johnny fouillent les îlots boisés désignés ici sous le nom de hammock. Ces derniers constituaient autrefois des abris sûrs pour les espèces indigènes. Aujourd'hui, ils sont devenus les territoires de chasse des pythons.
Un jour comme aujourd'hui, où l'eau est haute, ça ne m'étonnerait pas d'en voir un perché dans les arbres. Ouais. D'ailleurs, c'est là qu'on les a repérés, tout au bout de ces grosses branches. Ils mangent aussi beaucoup d'oiseaux, et je parie que c'est là que les oiseaux nichent. Absolument. Le risque, c'est qu'ils pénètrent dans une colonie et qu'ils les massacrent. Il n'y aurait pas un îlot surélevé là-bas? Si. Ici, il y a 2 traces qui ont l'air intéressantes. Pour débusquer les pitons, Joe n'hésite pas à entrer dans l'eau, au risque de se faire attaquer par un alligator ou un serpent. Il y a une bête qui est passée là. Plus il s'éloigne, plus il lui sera difficile de sortir rapidement de l'eau. Là. Ça peut être un serpent. J'ai entendu quelque chose. La végétation est trop épaisse. Joe ne peut poursuivre. Alors que midi approche, les chances de trouver un python diminuent. Lorsque le soleil est au zénith, les serpents restent souvent invisibles. Je vais aller plus au sud, parcourir certaines routes et faire 2-3 choses. Mais on reste en contact. Ok. Les pythons hantent les hammocks et les voies navigables des Everglades. Mais ils s'aventurent également dans les canaux et sur les routes. On est dans une zone qui se trouve à environ une trentaine de kilomètres au sud de Miami. C'est la frontière entre les Everglades et la zone urbaine. Attendez une minute. J'ai vu un truc sur la route que je ne vois plus maintenant. Beaucoup de pythons ont été observés dans cette zone et je sais que beaucoup d'entre eux ont été surpris en train de traverser cette route. Joseph se gare et inspecte le bas-côté. C'est quoi là-bas? Non. Parfois c'est vraiment trompeur. Et parfois on a l'impression de voir des pythons partout. Non. Il y en a un! Ok. Ils sont plus rapides que ce qu'on croit. Il faut le maintenir dans un endroit dégagé. Voilà. On le tient. Presque. Maintenant. Allez. Et voilà, je le tiens. Waouh. Je vais souffler. Une minute. Je suis content. C'est pas... C'est pas tous les jours qu'on attrape un python de 3 mètres sur la route. Ils ont 4 rangées de dents en haut et 2 en bas. Les dents sont recourbées vers l'intérieur. Et quand on se fait mordre, ça fait mal, je peux vous le dire. Il a arraché un petit bout de mon jean. Et cette fois, je ne crois pas qu'il ait atteint ma jambe. J'ai de la chance. Croyez-moi, ces petites dents sont très acérées et elles se plantent très vite dans la peau. C'est pas marrant de se faire mordre par une de ces bestioles. C'est comme ça qu'il faut faire. Ok. On le tient. Maintenant, il va falloir que je l'enferme dans le sac. Ce qui est plus facile à dire qu'à faire.
C'est la meilleure façon, la façon la plus humaine de transporter des reptiles. Ils peuvent respirer sans problème. Il fait noir, donc c'est moins stressant pour les serpents d'être dans ces sacs. Et voilà, le python est enfermé. Joseph note le lieu de la capture et estime la taille du reptile. Approximativement 3 mètres. Puis il reprend la route à la recherche d'un spécimen encore plus gros. Pour bon nombre de gens, la prolifération de ces super prédateurs est inquiétante. Pour d'autres, c'est un avertissement. Les pythons molures ne se sont pas introduits tout seuls dans la région. D'après certains experts, ces envahisseurs sont d'anciens animaux de compagnie. Le python molure est devenu très populaire dans les années 90 parce qu'il y a eu des mutations génétiques. Il y a eu des albinos, maintenant il y en a des verts, et certains n'ont pas de motif. Les gens aiment les élever du fait de cette variété de couleurs. Certains propriétaires dépassés ont vu leurs minuscules serpents se transformer en un immense reptile qu'ils sont devenus incapables de gérer. Les gens relâchent ces pythons pas seulement à cause de leur taille, mais aussi parce que les choses ont changé. Au début, le python était une nouveauté. On le considérait comme un bon animal de compagnie. Mais plus maintenant. Les animaleries n'en veulent plus, les zoos non plus. C'est pas juste pour le serpent, ni pour l'environnement, ni pour les gens. Il est presque certain que les animaux relâchés ont contribué au problème actuel. Toutefois, une poignée d'animaux échappés pourrait également être à l'origine de l'invasion. À la fin du mois d'août 1992, l'ouragan Andrew balaie le sud de la Floride. Des vents de force 5 détruisent plusieurs centres d'élevage. D'innombrables espèces exotiques s'échappent, y compris des pythons molures. Ces serpents retournent rapidement à l'état sauvage et se lancent à la recherche de nourriture. La plupart s'installent dans les Everglades, où les animaux sauvages abondent. Mais certains vivent à proximité des zones résidentielles, chassant les proies les plus vulnérables des banlieues. Il arrive qu'ils emportent des animaux domestiques, chiens, chats, poulets, ce genre d'animaux. Il y a des proies plus facilement accessibles pour eux dans ces secteurs. À de rares occasions, les pythons s'en prennent également aux hommes. En juillet 2009, à Oxford, en Floride, un drame montre à quel point l'instinct est puissant, même chez un animal de compagnie. Dans cette modeste maison de banlieue, alors qu'une petite fille de 2 ans dort, le python molure de la famille s'échappe de sa cage. Le reptile, long de 2,5 mètres, se glisse dans le lit de la fillette, s'enroule autour d'elle et l'étouffe. Dites-moi exactement ce qui s'est passé. On a un python molure qui fait dans les 3,50 mètres. Cette nuit, il est sorti de sa cage. Il est allé dans le lit de notre enfant et il l'a étouffé. Le drame déclenche de vives réactions. Les hommes politiques et les citoyens concernés lancent un appel d'urgence. Les autorités multiplient les efforts pour régler le problème du python domestique et éradiquer les populations sauvages. Pourtant, ces prédateurs venus d'ailleurs continuent de se propager et semblent bien partis pour rester. Ce sont des champions de la survie. Tout ce qu'ils doivent savoir pour survivre est programmé dans leur cerveau à l'instant même où l'œuf éclot. La survie est programmée dès le tout premier jour. Une femelle peut pondre une centaine d'œufs en une seule saison de ponte. En à peine 1 an, les petits multiplient leur taille par plus de 4. Lorsqu'ils atteignent environ 2 mètres, ces carnivores voraces sont de véritables machines à manger. Ils chassent presque tous les animaux vivants, des oiseaux blessés aux reptiles, en passant par des mammifères aussi gros que des cerfs. Ils mangent absolument tout ce qu'ils trouvent. Ils mangent, ils se gavent littéralement. Ce sont des chasseurs opportunistes. Ils ne savent pas toujours quand ils feront leur prochain repas.
Et chaque fois qu'ils ont l'occasion de manger, ils mangent. Nouvel indice quant à la taille que le python pourrait atteindre, plus il mange, plus il grandit. Ses compétences de chasseur lui permettent de se nourrir et de grossir toujours plus. Le python pratique la chasse à l'affût. Sa technique la plus productive consiste à se cacher et à attendre. Une fois la proie à proximité, son camouflage lui permet d'effectuer une frappe éclair. Sa stratégie repose sur la furtivité, la surprise et un système de détection, notamment une peau et des muscles qui fonctionnent comme des sismographes. Ils sentent les vibrations. Quand une proie potentielle approche, elle déclenche instantanément ce mécanisme. Et quand l'animal s'approche suffisamment près du serpent, il frappe avec une vitesse et une force incroyables. Vous pouvez filmer toute la journée, mais il faut revoir la séquence au ralenti si vous voulez réellement voir le serpent saisir sa proie. Pour compléter son arsenal, le python possède 2 redoutables armes situées au niveau de sa tête. La première se présente sous la forme de fossettes ou capteurs thermosensibles qui enregistrent les mouvements thermiques. En détectant les sources de chaleur, le serpent peut ainsi localiser les proies à sang chaud. La seconde forme un radar encore plus précis. En dardant sa langue fourchue, le serpent collecte les particules odorantes présentes dans l'air. À l'intérieur de sa gueule, un capteur appelé organe de Jacobson analyse l'air, guidant l'animal vers l'endroit où les particules sont les plus concentrées. Une fois la proie localisée, le serpent actionne ses mâchoires et ses dents. L'attaque est foudroyante. Ils ont une centaine de dents et ils s'en servent pour maintenir l'animal. Immobilisant sa proie à l'aide de ses dents acérées, le python resserre son étreinte mortelle. Ils utilisent leur corps, leurs anneaux pour s'enrouler autour de l'animal. Ils le serrent de plus en plus fort. Ils l'empêchent de respirer et l'étouffent. Ils empêchent aussi le sang de circuler. Puis, une fois qu'ils ont maîtrisé la proie, ils l'avalent tout rond. Une des adaptations les plus remarquables chez le python, c'est sa mâchoire articulée qui lui permet d'avaler de grosses proies. Les serpents ne mâchent pas leur nourriture, ils gobent leur proie. Ses mâchoires inférieures et supérieures sont reliées par des ligaments élastiques qui lui permettent d'ouvrir sa gueule selon un angle de 180 degrés. Les os de la mâchoire inférieure se séparent et le serpent fait descendre progressivement la proie par un long effort de déglutition. Ce python peut avaler des proies 3 fois plus grosses que le diamètre de son corps. Une fois que l'animal est en bonne partie rentré dans sa gueule, il contracte ses muscles et le pousse vers son estomac, où se déroule tout le processus de digestion. Le python se nourrit sans laisser aucune trace. Il peut ingérer l'équivalent de sa masse corporelle, voire davantage, digérant tout sauf les poils et les plumes et grossissant à chaque repas. Sur les routes désertes bordant le parc national des Everglades, Joseph est reparti sur les traces du python molure. Il sait que les chances de capture augmentent au coucher du soleil. En général, les serpents se déplacent au crépuscule. Pendant les mois d'été, ils bougent plus souvent. Le crépuscule, c'est leur moment préféré, le moment de la journée où ils sont actifs. Et s'ils se déplacent d'est en ouest, ils vont traverser cette route. La route conserve la chaleur et les serpents apprécient cette chaleur. Ils l'absorbent.
Tout en poursuivant sa route, Joseph garde les yeux grands ouverts. Il ignore quelle sera la taille de la bête qui surgira dans la lumière de ses phares. Oh yeah, je le sens bien là. C'est... La plupart des êtres vivants, y compris les hommes, s'arrêtent de grandir passé un certain âge. Le python, lui, continue de croître tout au long de sa vie. Il existe plusieurs espèces qui semblent ne pas avoir de taille maximale. Et si un spécimen a la chance de vivre longtemps, il continue de grandir jusqu'à sa mort. Connu sous le nom de croissance indéterminée, ce phénomène constitue un autre indice quant à la taille que le python pourrait bien atteindre. À l'état sauvage, il peut vivre jusqu'à 25 ans, grossissant d'année en année. En captivité, il peut vivre plus de 30 ans et atteindre une taille encore plus imposante. Le programme d'études des pythons captifs mené par le zoo de Columbus, dans l'Ohio, est un véritable observatoire des serpents géants. L'un des pythons les plus longs du monde est sur le point d'être examiné avant sa séance d'exercice. Il s'agit de Fluffy, un python réticulé captif. On a un certain nombre d'espèces de pythons, mais Fluffy est de loin notre plus gros spécimen. Cette femelle détient probablement le record mondial. Né en 1992, Fluffy a été gavé de lapins, de chèvres et de cochons par un éleveur privé. Alimenté par de solides repas hebdomadaires, sa croissance a été spectaculaire. À l'âge de 10 ans, Fluffy était aussi longue qu'un camion et aussi large qu'un poteau télégraphique. Quand elle est arrivée chez nous, elle mesurait 7 mètres. Elle est à peu près aussi longue que 3 basketteurs montés sur les épaules les uns des autres. À l'heure de nourrir de puissants constricteurs comme les pythons, le personnel du zoo est toujours prudent. Une bonne façon de procéder est de faire appel à l'intelligence naturelle du reptile. Les pythons sont très intelligents. Ils reconnaissent les gardiens et réagissent différemment face à chacun d'eux. On utilise un certain nombre de signaux quand on travaille avec Fluffy. Quand on doit nettoyer son enclos ou changer l'eau du bassin, on essaie de le faire en priorité le matin. Elle a l'habitude que ces activités se fassent à une certaine heure de la journée. Et c'est généralement l'après-midi qu'on essaie de la nourrir. Malgré l'intelligence du python, le risque d'attaque surprise est toujours présent. On est très conscient du fait qu'il ne s'agit pas d'un animal domestique. Ça reste un animal sauvage. On la manipule toujours avec beaucoup de respect. Il faut avoir des gestes mesurés et ralentir nos mouvements. Le manque de précaution peut se révéler fatal. En 1997, au zoo Serpent Safari de Gurnee, dans l'Illinois, le propriétaire Lou Dadano pénètre dans la cage d'un python de 7 mètres pour remplacer une ampoule. Une opération qui manque de lui coûter la vie. Well, this is the most impressive reptile we have in the Southwest, in my opinion. This is the Gila monster. This is one of only 2 venomous lizards in the entire world. The other one being its larger cousin, the Mexican beaded lizard. And this is a widely foraging predator that searches about for the helpless young of birds and mammals. So some of its favorite foods are like baby cottontail rabbits. They'll eat quail eggs, but they probably don't eat baby quail, because the baby quail, 10 minutes after they're hatched, they're able to run around too fast for a Gila monster to catch them. Notice this round tail. This one is just only about a half as big a diameter as it can get, and these are fat storage organs. A Gila monster makes its main living in the spring, here in Arizona in April and May, where it's eating all those young baby birds and baby mammals and eggs. And it can store enough fat in this tail to carry it the full year
till next year if times get tough later on. There have been at least 2 observations of Gila monster attempting to dig up desert tortoise eggs with the female desert tortoise there trying to defend the nest. And in one case, the Gila monster and the tortoise were biting at each other. It was an incredible series of photographs. And in one case, the Gila monster was successful and got an egg, and the other one it didn't. They have very sharp, doubly grooved teeth that when the Gila monster bites, venom is extruded into the grooves of the teeth, and then by capillarity flows right up into the wound. I can personally attest that the Gila monster bite is extremely painful. That was one of my most painful professional experiences. I was showing a bunch of people a Gila monster when I was working for Arizona Game and Fish many years ago, and I used to do this trick of reflexing the lower lip so I could show people the teeth. Well, you only got a couple of millimeters of leeway there, and one day it just swung around and grabbed my finger, and I was totally under its control. But it was one of the most painful experiences I've ever had. My finger felt like it was on fire, and this wave of fire kept moving up my arm, and I got nauseous. I had difficulty breathing. I had pain in my kidneys, blood in my urine. I had just a marvelous systemic reaction to the poison in this creature. But I don't think it had I not even had access to the hospital where they took me, it wouldn't have killed me, but it would have made me very sick. I probably would have crawled under a Palo Verde or a mesquite and just waited it out.